super content que tu sois là, Mauro. T'es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Merci. Okay. Merci de m'avoir. On y va. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Le podcast Au fond des filets est commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et probablement la meilleure bière au monde. Ça fait longtemps que j'ai hâte de t'inviter dans un premier temps. Ça fait longtemps que j'ai hâte de savoir si Canada Soccer va répondre et dire oui. Ça s'est fait instantanément. Donc, merci à, je ne sais pas si on les appelle tes patrons ou tes collègues, mais ça a été très, très, très apprécié que quelques jours plus tard, on soit ici dans le divan pour se jaser de plein, plein de choses. T'ennuies-tu de faire des médias régulièrement? Oui, ça m'ennuie un peu. C'est sûr que... Ça t'ennuie ou tu t'ennuies? C'est pas la même chose. Oh non, ouais, c'est ça. Ça m'ennuie que j'ai pas eu d'entrevue. Je pense que j'ai besoin de rentrer un peu plus dans les médias parce que ça fait un bout de temps. Je me souviens de la première conférence de presse que tu avais donnée le jour où tu as été nommé comme entraîneur-chef. Été 2015, tu es nommé entraîneur-chef avec l'Impact. Je pense que tu avais ton blazer du club. Tu avais expliqué vouloir reconnecter avec les racines. Ça avait été un début de saison. 2014 catastrophique. Début de 2015, extraordinaire avec la Ligue des champions CONCACAF. Vous faites la finale. Après, c'est compliqué. Puis, tu es nommé en milieu d'année. Ta conception des médias, de l'utilisation que tu pouvais en faire ou de la pression que ça pouvait te faire subir, te souviens-tu? Tu le voyais comment à l'époque? Oui, je pense que... Je me rappelle à l'époque, j'étais un peu déjà... Comment on dit ça? Quand j'étais joueur, je faisais déjà plusieurs entrevues. Ouais. Tu étais le Patrice Bernier ou le Samuel Piette de l'époque. Alors, j'ai eu cette expérience comme joueur et j'ai aussi eu la chance d'être entraîneur adjoint. J'ai vu comment ça se passait en MLS, la pression des entraîneurs-chefs. Et je savais que on est une ville très passionnée pour le sport et c'était un peu comme moi. Je suis une copie de cette ville. Je suis passionné dans le sport. Alors, pour moi, c'était de transmettre ma passion et de démontrer aux médias que moi, je veux gagner plus que tout le monde ici. Et c'est ça. Je voulais avoir une relation où j'étais transparent dans qu'est-ce que j'allais faire. Et je me rappelle cette conférence de presse. Et la première chose, c'était de ramener cette comment on dit ça, cette appartenance du club. Parce que j'étais quelqu'un qui a vécu dans le club depuis que j'étais jeune. Et j'ai vécu les hauts et les bas. Et j'ai pensé de transmettre cette appartenance à l'équipe, mais surtout aux médias. Et dire que c'est votre équipe, les fans et tout ça. Et moi, je vais faire tout pour aider cette équipe. Alors, c'est ça, c'était ça mon message dans cette conférence de presse. Et je connais certaines des personnalités des médias et j'ai jamais eu un problème parce que, à mon avis, c'était toujours d'être transparent. Je cache rien. Je sais que je dois gagner. Et je sais que les fans, ils veulent qu'on gagne. Et c'est tout. Et je ne vais pas expliquer d'autres choses. T'es un gars qui est très agréable à côtoyer. Quand on a des discussions, c'est toujours super fluide, c'est cordial. En même temps, il y a un côté de toi, l'anecdote que je raconte toujours, puis je pense que je l'ai raconté à Nick DeSantis quand il est venu ici. Je pense que c'était en 2012, peut-être 2013. Moi, j'étais encore employé du club à l'époque. Tu étais revenu, puis les gars faisaient des tests. C'était peut-être sous Rothstein, le préparateur physique, okay. avec 2012, avec Jesse. Puis il y avait un test au bench ou quelque chose comme ça, puis tu étais venu dans les bureaux, puis tu avais dit « Still got it. Livre pour livre, c'est moi qui bench le plus. » Puis je trouvais que cette
ce petit moment-là résumait ce que tu es comme personne, comme compétiteur. Ça vient de où, ça? Puis est-ce que tu as encore ça en toi? Évidemment, quand tu veux gagner un match, là, vous en allez à la Coupe du Monde l'an prochain, mais ça se manifeste comment aujourd'hui dans ta vie, ce côté-là? Ouais, je pense que c'est venu d'être le troisième dans ma famille de gars. Ah ouais? Alors, pour moi, c'était toujours quelque chose de me battre pour avoir des choses que je voulais. Et c'était même comme ça quand j'étais joueur. Hein? C'était pas facile au début. Et ça m'a pris du temps avant que je devienne un partant, un joueur constant. Et c'était pas facile. Et j'étais à travers beaucoup de choses, des hauts et des bas, et ça m'a formé ma mentalité. J'avais une forte mentalité. Et c'est drôle parce que je discute avec mon fils qui est dans la même situation au niveau d'avoir plus de minutes, de voir les hauts et des bas d'un jeune joueur. Et à la fin, ça va te former. Il faut être résilient dans tout ça. Et je pense que avec ça, qu'est-ce que j'ai vécu comme joueur? J'ai amené ces qualités-là, ces valeurs-là avec moi comme entraîneur. Et je le savais quand je suis devenu entraîneur de l'Impact, de CF Montréal, que ça serait difficile, mais j'étais toujours prêt à me battre pour ça. Et à la fin, cette passion, cette combativité que j'avais, pour moi, c'était de le transmettre aux joueurs. Et parce que ça doit représenter quelque chose. Quand tu mets ton pied sur le terrain, quand tu mets ton chandail, ça doit avoir cette feeling de dire que ça, c'est plus grand que d'autres choses ici. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours valorisé dans comment je gère. Je gère des personnes, soit des joueurs, des entraîneurs et tout ça. Et à la fin, ils savent, c'est authentique, et je suis comme ça. Et à la fin, on peut travailler agréablement dans une bonne direction. Tu parlais de tes débuts. C'était pas facile à ce moment-là. C'était certainement pas l'argent qui te motivait. Là, tu as des kids qui sortent de l'académie qui peuvent dire « Je peux demain matin, si je signe un contrat, relativement bien gagner ma vie. » Toi, si je me trompe pas, tu jouais pour des coupons d'essence. Ouais. Right? Ouais. Qu'est-ce qui te motivait à cette époque-là? Parce que c'était pas le glitz, le glamour. Non. La MLS existait même pas dans le temps. Qu'est-ce qui te motivait à ce point-là? Non, écoute, tu joues un sport et depuis que j'étais jeune, c'était une passion pour moi. Et quand j'avais 16 ans, j'ai fait les 15 ans, j'ai fait les équipes du Québec et dit, OK. Même à ce temps-là, je disais, je savais pas je vais avoir une carrière. Je jouais, j'étais bon dans mon temps. J'ai dit, OK. Et puis, tranquillement, les choses se sont évoluées dans le sport et on a eu la Supra, l'équipe dans la Ligue canadienne. Et puis après ça, j'ai fait l'équipe nationale. J'étais allé à la Coupe du Monde. J'ai vu des choses que jamais je pouvais imaginer. Et j'ai vu... Comme quoi? Ben, j'ai une anecdote là que je peux partager avec vous. Je me rappelle, on joue le premier match contre le Nigeria. Et c'est 1-0 pour le Nigeria à la mi-temps. Et on était en Écosse, Dundee Stadium. Et on est en train de marcher à travers le tunnel à la mi-temps. Moi, je marchais à côté des quelques joueurs de Nigeria. Et j'allais dans le vestiaire. Et tout à coup, il arrive des partisans avec des petits bâtons qui essayaient de frapper les joueurs nigériens parce qu'ils n'étaient pas contents de leur première demi contre le Canada. C'était juste 1-0. Puis ils menaient 1-0. Et moi, j'étais en choc. J'étais en choc. J'ai jamais vu ça. C'était un jeune d'ici. J'étais à la Coupe du Monde, mais je voyais, waouh, ça, c'est la pression. Imagine ces gars-là, à l'âge de 17 ans, 16 ans, qu'est-ce qu'ils doivent vivre. Et pour moi, c'était un moment où j'ai dit, wow, OK, ça c'est sérieux. Et j'ai appris de ça, des pressions et toutes ces choses qui sont
qui entourent le jeu et comment cette passion dans les autres pays est très fort. Mais à la fin, et tu vois comment, c'est quoi l'autre niveau, c'est quoi les exigences dans le haut niveau. Et pour ça, pour moi, on a perdu ce match 4-0 après, en deuxième demi. Fait que bref, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, mais imagine, dans le temps, c'était un peu comme ça. Et c'est ça. Et de là, tu vois, tu veux faire partie du haut niveau et tu as toujours cette passion de grandir. J'avais toujours cette mentalité. Et même comme entraîneur, j'avais toujours cette mentalité ouverte d'apprendre. Même aujourd'hui, je continue à apprendre dans mes expériences avec l'équipe nationale. Je continue à m'améliorer dans ce que je fais. Et à la fin, c'est toutes des petites expériences que tu apprends durant les années. Imaginez sortir sans pantalon. Oui, pas top, hein? Eh bien, naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont pas mal à découvert. Mais pas de panique, Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé et sans frontières. Bloquer pub agaçante, trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Et devinez quoi? Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi, parce qu'avec Surfshark, vous protégez tous vos appareils sans limite. Toute la famille est couverte. Besoin d'un accès rapide? 3000 serveurs dans plus de 100 pays vous attendent. Envie de contenu étranger? Changez de pays virtuellement et dites adieu aux restrictions. Et avec le pack Surfshark One, vous avez aussi un antivirus certifié, des alertes de fuite de données, un moteur de recherche privé et même une identité alternative pour surfer incognito. Essayez-le maintenant, sans risque, avec notre garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Disponible sur tous vos appareils, assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cliquez, installez, respirez. Vous allez trouver le lien en bio ou dans les commentaires et si vous allez directement sur le site de Surfshark, le code BPM Sport avec un S vous sera très utile pour avoir une promo exclusive. Quand on te parle, le mot pression revient souvent. Si on regarde ta feuille de route, on comprend pourquoi, avec tous les rôles que tu as joués. Comme joueur, tu étais un des, sinon le visage de l'Impact de Montréal, avant de finalement passer comme adjoint, entraîneur-chef, maintenant avec l'équipe nationale. La pression, est-ce que c'est un mal nécessaire à cause de la job que tu fais, ou est-ce que tu aimes ça? Tu recherches ça? C'est normal. Écoute, la pression, ça fait partie du travail. Et je pense que sans la pression, comment on dit ça? On dit ça complacent, tu deviens... Complaisant. Complaisant. Et même quand j'étais joueur, oui, je devais performer. Et je pense qu'à la fin, ça m'a poussé. Ça m'a poussé. Et même quand j'étais entraîneur, ça m'a poussé. J'avais la pression. Quand j'ai repris l'équipe, on était 9e. Et je savais que avec Montréal, on avait du boulot à faire. Et à la fin, je savais que la pression allait venir, rien n'était certain. Et à la fin, j'étais prêt et de l'affronter, cette pression, dans ma personnalité. Et je pense que je suis quelqu'un qui est calme, mais je suis intense dans mon travail, intense dans qu'est-ce que je crois. Et oui, il y a cette calme, mais à la fin, une intensité derrière cette calme qui m'a toujours poussé pour avoir du succès. Et c'est ça. Et c'est la même chose maintenant. J'ai eu différents rôles, mais à la fin, j'essaie de toujours transmettre cette calme, mais avec l'intensité. Quand tu te retrouves entraîneur-chef en 2015, Didier n'avait pas été annoncé encore, right? Non, il était là. Il était déjà arrivé? Didier, c'était quasiment Il s'entraînait? 2 mois. Il avait joué aussi contre... Sous Klopas? Sous Klopas. Il a fait un match sous Klopas. Quand on dit tu deviens entraîneur-chef, et by the way,
une de tes premières jobs dans la vie comme entraîneur-chef, c'est gérer une des légendes de l'histoire du soccer. On se dit, good, ça va m'aider, ou on se dit, ça, c'est l'ultime test ça va être make or break? Ouais, c'était, encore une fois, heureusement pour moi, j'étais adjoint. Ouais, tu connaissais. Et qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu la chance de grandir, de voir comment Nesta était géré, comment Divayo était géré. Alors, pour moi, j'ai pris toutes ces petites choses que j'ai vécues comme adjoint et j'ai dit, OK, je vais gérer des gros profils comme ça, de cette manière. Et je pense qu'avec Didier, c'était la personne, mon premier réunion, c'était avec lui. Ah oui? C'était avec lui et je savais, j'ai besoin que lui, il embarque de qu'est-ce que je vais essayer de mettre en place. Et j'étais clair avec lui et j'ai dit, ce serait très important, c'est sûr, mais il faut aussi comprendre qu'il y a 28 joueurs ici que je dois gérer. Je vais avoir besoin de toi dans différents moments, mais aussi de comprendre que j'ai des décisions à faire. Et on a serré la main, il a dit « let's go ». Il était prêt et tout de suite, on a eu des résultats avec lui et c'était bien. Et il vous a quand même donné des super pouvoirs. Moi, je me souviens, cette année-là, en 2015, je faisais la ligne de touche pour TSN. Quelle émotion on a vécu cette année-là. C'est fou parce que une des choses, puis c'est tellement difficile d'essayer de partager ça aux gens, mais toi, tu étais sur la ligne de touche, je pense que tu vas comprendre de quoi je parle. Les moments où c'était Evan Bush qui était votre gardien à ce moment-là, Evan jouait des coups de pied de but longs, où les défenseurs jouaient long. Puis Didier avait cette habitude-là, puis moi je le vivais, j'étais sur la ligne de touche. Il se laissait un 4-5 mètres d'espace avec son défenseur. Puis là, au moment où le ballon arrivait, il se reculait. Puis le bruit que ça faisait tard! Puis là, tout d'un coup, il descendait sur sa poitrine ou il donnait à quelqu'un d'autre. Quand tu es un coach puis tu as un gars comme ça, à quelque part, ça vous donne des super pouvoirs. Là, surtout, en plus, il vous en plante 11 en 11 matchs. Ouais, c'est sûr. Je pense que tu as cette... Comment on dit ça? Cette... assurance, là. Comment on dit ça? Tu savais que quand les choses allaient bien, tu avais Didier qui marquait, il y avait Nacho qui commençait à prendre son élan. Et comme entraîneur, tu savais que tu avais toujours cette capacité de régler un match avec certains profils que tu as. Et tu essaies de gérer autour de ça, d'être sûr de les morceaux autour, ils sont les bonnes et ils complémentent les qualités que les plus grands joueurs ils vont amener et je pense que ça c'était quelque chose qui a bien marché parce que sans les autres petites choses autour de Didier qui lui a donné cette capacité de prendre cette longue ballon et de le donner à Dilly Duka ou de le donner à Map ou Romero et d'attaquer de cette manière. Alors, ouais, c'est toujours pour moi sur les lignes de côté, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions. Je me rappelle ce premier match, on gagnait, on perdait, Chicago il revenait, et puis à la fin, c'était comme un cinéma. C'est comment c'est terminé, le grand star, mon début, et puis on gagne ce match. Et puis d'après ça, tu juste vois l'équipe qui commence à croire. Et c'était un peu ça que je voulais transmettre aux joueurs, parce que dans tout ça, derrière tout ça, il faut savoir que il y a toujours l'équipe en premier. Toujours l'équipe en premier. Et tout le monde travaille pour mettre l'équipe en premier. Et quand tu as ça dans le groupe, tu vois que la culture va être forte. Et encore, il y avait des choses que j'ai appris avec d'autres entraîneurs qui disaient dans le temps, non, moi j'ai 13 à 14 joueurs, je vais travailler juste avec ces joueurs-là. Et moi, j'ai dit non, c'est important que tout le monde est important. Puis là, tu arrives en juillet, puis tu as besoin du 16e, du 17e. Oui, je me rappelle, j'ai joué une anecdote avec Vandril Lefebvre. Vandril, il jouait pas.
Et je disais, Vandré, t'es important. Tu sais pourquoi t'es important? Parce que si tu joues pas dans le moment, tu joues tous les jours à l'entraînement, t'es contre Didier. Et si toi, t'es pas à 100% concentré, travailler, faire les choses dures pour Didier, et à la fin, quand Didier il marque, c'est à cause de toi aussi. Tu as fait ton travail. Tu n'as pas joué le dimanche, mais durant la semaine, tu étais sharp. Hein? Tu faisais des choses difficiles pour Didier. Alors, quand Didier il marque à la fin de semaine, toi, tu as fait ton job. Et j'ai utilisé ça comme communication parce que je savais que les joueurs, après Vandré, il a commencé à jouer avec moi. On avait des blessures, whatever. Ouais. Il a commencé à jouer. Il a joué beaucoup aussi. Et il était sharp. Parce que c'était clair pour lui. À chaque jour, il venait, il travaillait, il était prêt pour son temps. Quand il a eu sa chance, il a pris sa chance. Il a fait une bonne séquence. Même cette année-là et l'année après. Alors, encore, c'est des choses que tu apprends, de dire que tout le monde est important. Tout le monde fait partie de ça. Et c'est toujours pour le mieux de l'équipe. Quand tu arrives maintenant, comme entraîneur-chef, tu étais toujours par intérim jusqu'à la fin de l'année, si je ne me trompe pas. Là, tu arrives à Noël, tu te dis on va avoir du plaisir pendant le temps des fêtes, on va manger de la dinde, un peu de panettone. Puis là, tu vois Didier dans les estrades avec Roman Abramovich à Chelsea. Roman Abramovich, propriétaire de Chelsea à l'époque, qui voulait amener Didier là-bas dans son staff. Ouais. Je sais que tu n'as pas de contrôle là-dessus, là, mais à quel point la panique pogne? Te souviens-tu de ton feeling? Ouais, je me souviens certainement. J'étais au téléphone pendant des heures. Avec qui? Avec lui? Avec tout le monde. Avec tout le monde. Comment on pouvait régler cette situation-là. Et c'est normal. Écoute, Didier, il fait un excellent. Il fait exploser la ville. Ben ouais. Avec ses buts et tout ça. Et puis, tout un coup, on ne sait pas s'il revient. Alors, c'est normal que il y a un peu de panique ici et à la fin, ça a pris un peu de temps et je pense que ça a aussi effectué certaines choses cette année-là pour Didier. En 2016? Oui, en 2016, il n'a pas eu la pré-saison normale. Il était au Moyen-Orient, si je ne me trompe pas. Oui, il est venu en retard et c'était un peu pas comme on voulait dans le temps, de l'avoir dès le début et de faire un bon camp d'entraînement avec tout le monde et tout ça. Et puis, ça a pris un peu de temps et je pense que ça a ralenti un peu ses débuts avec nous et dans cette année-là. Et à la fin, c'est arrivé comme ça. Écoute, c'est un grand joueur et il était magnifique en 2015. C'est sûr qu'en 2016, il a eu des bons moments, mais il y avait des moments que c'était moins fort comme l'année précédente. Comment tu fais pour gérer cette année-là? Parce que je me souviens, ça faisait débat. Je pense que c'est le dernier match de l'année contre Toronto. Didier n'est pas au stade. C'est Matteo Mancosu qui commence. Moi, je me souviens à l'époque que sportivement, aussi fou que ça puisse paraître, Matteo Mancosu qui arrivait de Bologne, si je ne me trompe pas, il était avec Bologne à l'époque en 2e division. Ouais. Puis ça a donné des résultats. Vous vous êtes rendu jusqu'en finale de l'Est face à Toronto. Sportivement, ça faisait tout le sens du monde. Humainement, puis en termes de feuille de route, il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas. Ouais. Comment tu négocies ce sentiment-là d'avoir l'impression que, je présume, pour garder ta job ou pour aller chercher les résultats dont tu as besoin pour faire ton travail d'entraîneur-chef, il faut que tu mettes Didier Drogba, entre guillemets, sur le banc. Comment tu négocies ça? Ouais, c'était quelque chose. Je me rappelle les réunions. C'était pas fait. Le dernier match, c'était avant ça. Je pense c'était le dernier à domicile, tu as raison. Je pense qu'il y avait une séquence de matchs, je pense 3 ou 4 matchs avant la fin. Peut-être plus. Je me rappelle exactement, mais je me rappelle avec Wilfried et avec Jason, les réunions et comment on allait faire. Et tactiquement, c'était ça l'idée. L'idée, tactiquement, c'était que on est devenu prévisible au niveau des autres équipes. On avait Nacho, on avait Didier, et tout le monde venait vers le ballon au niveau dans l'animation. Et
Alors, on manquait un peu de cette profondeur qu'on allait chercher. Ça marchait super bien avec Oyongo à gauche et avec Nacho, parce que j'avais Oyongo qui allait et qui ouvrait l'espace. Mais je voulais un peu plus de variation de comment on attaque. Parce que et Didier, dans le temps, il ne cherchait pas la profondeur autant que je voulais. Ouais. Et je pense que ça nous a mis un peu dans le trouble quand on avait le ballon. C'est sûr qu'il était encore extraordinaire, le ballon au pied et tout ça. Mais alors, quand j'ai reçu Mancoso, je me rappelle, j'avais un gars qui cherchait les couloirs, qui, à chaque fois, un joueur, il levait la tête avec le ballon, il partait derrière la défense. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin? Et j'ai eu cette conversation avec Didier et je me rappelle, j'ai dit, quand on allait le faire, on va le faire. OK, je vais le faire. Et j'ai eu cette réunion avec Didier qui était, c'est normal, elle n'était pas facile, mais tu prends une bonne gorgée d'eau avant cette conversation-là. Ouais. Et puis, j'étais honnête avec lui et j'ai dit, je vais faire un changement tactiquement, OK? Et puis, j'ai dit, je vais mettre Matteo Mancoso parce que je veux qu'on cherche un peu plus de profondeur, d'être plus vertical. Et je vais voir comment ça va se marcher. Et puis j'ai dit, écoute, tu es encore important, j'aurais besoin de toi, ton expérience. Et à la fin, écoute, il m'a dit, je respecte ta décision. Il a dit, je suis pas d'accord, c'est normal. J'attendais pas qu'il était d'accord de ça, mais à la fin, c'était ça la situation. Et puis, je mets Matteo, on gagne. Le jour après, on met Matteo, mais il y a toute la situation avec Didier, il avait mal au dos et tout ça. Et puis, la prochaine jour, ça a explosé dans les médias. Et je me sentais que c'était le lead-up du NFL Super Bowl. Là, les médias, c'était incroyable. Il y avait, je me rappelle, Pat Vallée, il vient dans le bureau. Directeur des communications. Oui, et on a des recommandations de Be in Switzerland, de Japan. Et il y avait, tout le monde voulait parler de cette situation. Et c'était... Moi, à la fin, je voulais pas que ça sortait dans les médias de cette manière. Je voulais le gérer à l'interne. Et avec Didier, à chaque jour, j'étais allé après lui. Et j'ai dit, c'était encore important. Et à la fin, il est venu nous aider en série. En série. Et je pense que j'étais comme ça. J'ai regardé dans les yeux et j'ai dit qu'est-ce que j'ai pensé à la fin. Je pense que il a respecté ça et c'est normal. Je suis... il a eu tous ces grands entraîneurs dans sa carrière. Imagine, il y a un gars de Montréal qui dit on va faire jouer quelqu'un d'autre. Imagine ça. Ouais. Alors, à la fin, quand j'ai fait ça, ça a donné un boost à l'équipe incroyable. Comment t'expliques ça? Parce que je pense que... Ils ont vu que tu avais le courage de faire ça? Ouais. Ils ont vu que... Oh, OK. Il a fait ça avec Didier, alors les autres ont dit... Oh. Ça s'applique à tout le monde. Oui, ça s'applique à tout le monde. Everybody's on the same playing field here. Et puis, l'équipe a fait ça. Et on a gagné nos derniers matchs. On était rendus, je pense qu'on était 5e. Et puis, on est parti. On est parti sur cette séquence dans les séries on était à 20 minutes à la finale. Et à la fin, écoute, c'était des bons moments, des bels moments avec le club. On avait vécu beaucoup de bonnes émotions d'aller à New York contre Jesse Marsh, de battre des Red Bulls qu'on n'avait jamais battus. Ils étaient en première place. Mais je me rappelle, ces matchs-là, il y avait c'était différent. Quand je pense à ces années-là, et oui, tout le monde il disait, oh, on avait Drogba, mais les autres équipes,
Ah, il y avait des joueurs. Ouais. Yeah, et je pense, si je regarde la fiche, tu regardes et tu dis, OK, Toronto, il y avait Altidore, Giovinco, Bradley dans leurs belles années. Ouais. Prime, right. Ça, c'était une bonne équipe. Tu regardes à Columbus avec Berhalter, good coach, et tu dis, OK, Higuaín et Kai Kamara dans leurs bonnes années. Et, OK, tu vas à New York City FC, tu go, OK, Patrick Vieira avec Lampard, Pirlo, tout le kit là-bas. Et you go on and on, Orlando, Kaka et Larry. Ouais. Alors, tu voyais, il y avait des équipes qui, dans cette période-là, qui avaient vraiment des noms et des bonnes équipes dans le temps. Écoute, je me rappelle des réunions on faisait pour se préparer pour arrêter Giovinco. Comment on fait ça tactiquement, comment on s'ajuste, comment on se prépare et tout ça. Et c'était des heures et des heures. C'était pas juste on va arriver, on est arrivé à 15 minutes à la finale comme ça. C'était des heures de travail. J'avais un excellent staff. Hein. J'avais des gars de chez nous, d'ici. Et ça, c'était une autre chose. Je voulais des gars d'ici, des Jason qui étaient excellents et Wilfried. On voit le succès de Wilfried. J'avais Yannick Girard, j'avais Antoine, j'avais des gars du club. Et pour moi, ces gars-là, ils ont amené. Ils sentaient qu'est-ce que je ressentais. Et je savais, ces gars-là, ils vont être là pour le bien du club. Ils vont pousser, ils vont travailler, ils vont être là. Et ça, tous les jours, ils vont voir ça. Ils vont le sentir. Et à la fin, je pense que ça, c'était notre force dans le temps. Wilfried a dit qu'il n'a jamais regardé depuis la finale de l'Est face à Toronto en 2016. Juste pas capable de revisiter cette période-là de sa carrière de coach. Il était ton adjoint à l'époque. Oui. Toi, l'as-tu regardé? Moi, c'était... T'es-tu fait ce mal-là? Oui, non, mais pas par exprès. Il y avait, je pense qu'il y a quelques années, il y avait, durant les temps des fêtes, il l'a montré, je pense même à RTS. Oui, tout à fait. Tout le monde m'appelait, man, vous avez bien joué, c'était... Et tu penses, oui, j'ai vécu ça, et des fois tu penses, est-ce que les choses pouvaient être différentes aujourd'hui? Oui, peut-être. Hein? Oui, comment? Et peut-être, tu te rends en finale, c'est sûr que c'est un accomplissement. Peut-être tu gagnes une Coupe MLS. Frédéric Laure nous répète souvent ici, Au fond des filets, que le feeling à l'époque, c'était si on arrive en finale de MLS Cup, on la gagne. Avais-tu ce feeling-là, toi aussi? Oui. Même si c'était à Seattle, mais pour nous, on était sur un élan, la confiance. Si tu parles à certaines des anciennes, des Bernier, des Camara, tu sentais ça. Tu sentais ça dans le vestiaire qui avait vraiment cette belief, que ce groupe a ce potentiel d'y arriver et de faire quelque chose de spécial. Mais c'est ça, hein? C'est le foot. Hein? On a pris l'avance. Je me rappelle, Toronto, ils reviennent dans le match à Montréal. Ouais, ils font ils font le 3-2. Tout le monde disait, vous allez jamais compter là-bas, c'est fini, blablabla. Alors, je devais gérer la mentalité. Je me rappelle de gérer tout le monde, les émotions et tout ça, les distractions, les médias qui disent Et à la fin, on arrive là et on prend l'avance. Et puis, eux, ils marquent et encore, on marque avec, je pense que c'était Nacho en deuxième, et tu vois le caractère de l'équipe qui était fort. Et à la fin, c'est dommage, mais... Ta relation avec Toronto, que ce soit la ville, que ce soit le Toronto FC, est-ce qu'elle a évolué? Parce que là, tu es avec Canada Soccer. Toronto, c'est une plaque tournante, là. C'est non négligeable comme contributeur, que ce soit le club ou la ville,
au succès de Canada Soccer, mais toi, tu es un gars de Montréal qui a toujours entretenu, je ne sais pas quel genre de relation avec Toronto, mais je présume un peu d'animosité. Est-ce que ta relation a évolué avec la Ville-Reine? Écoute, je pense que, surtout avec le club, j'ai une relation avec le club durant les années, de travailler avec eux parce que ça faisait partie de mon rôle de travailler avec Toronto et même avec Vancouver, surtout quand je travaillais avec les jeunes. Alors, j'étais là, j'étais dans les installations plusieurs fois. C'est sûr que il va y avoir des fans qui associent moi avec Montréal, c'est normal. Encore? Tu te fais, si t'es au BMO Field, ça t'arrive des fois de te faire un Ça arrive des fois, c'est normal. Il y a des fans qui sont passionnés et puis on sait, cette rivalité dans le temps, c'était intense. C'était intense. Don Garber a parlé de cette finale de l'Est-là en 2016, d'un des, sinon le meilleur affrontement de séries éliminatoires de l'histoire de la MLS. Ouais. Mais imagine, 61 000 au stade olympique. Qui ont tous eu le temps de s'asseoir pour le début du match parce que les lignes étaient mal tracées. Et après, tout le monde pensait que c'était moi que j'ai planifié tout ça et c'était une stratégie pour déranger tout le monde. Mais c'était fun parce que, tu sais, tu rentres dans la voiture le matin et dans les nouvelles... T'en entends parler. Il parle de l'équipe et il y avait tout ce buzz dans la ville. Et c'était pas juste les stations de sport, c'était les autres qui parlaient de ça. Et c'était fun parce que tu vis des émotions et tu veux ça pour les fans parce que tu joues pour ça. Tu joues et tu travailles pour ces moments-là. Durant cette période-là, c'était entre le FIFA window et il y avait une break. Ouais. Alors, on avait beaucoup de temps entre les deux pour se préparer. Alors, il y avait les médias, il y avait beaucoup de médias. Je me rappelle, je faisais des médias, je faisais à tous les jours. À tous les jours, j'étais devant une caméra et à la fin... Oui, c'est bien de voir tout ça, de où on est arrivé dans ce temps-là, quand j'ai fait mes débuts. Alors, je suis content pour la ville. Malheureusement, c'était pas ce qu'on a voulu, mais à la fin, c'est ça le... Mon fun fact il y en a plusieurs, de ce premier match-là, celui au Stade olympique où les lignes étaient mal tracées, on l'apprend dans les minutes. Nous, on avait fini notre avant-match. Je me souviens, puis notre producteur à l'époque, Mathieu Jolivet, me glisse à l'oreille. J'avais Patrick Leduc comme analyste à mes côtés. Il me glisse à l'oreille, là, écoute-moi, je suis sérieux, c'est pas une blague. Puis là, tout d'un coup, ça devient vraiment sérieux, puis il m'explique que les lignes sont mal tracées. Mais mon fun fact de cette soirée-là, c'est que Raoul, je ne sais pas si tu te rappelles, l'ancien du Real Madrid, je l'ai vu après le match. J'étais avec lui au match. Et je me suis dit, ça, avec tout ce que ce gars-là a vécu dans sa vie, Montréal-Toronto, au Stade olympique, sur un terrain synthétique, va probablement se ramasser dans des souvenirs mémorables de Raoul. Ça, c'est mon fun fact pour ça. Je veux te parler de ton expérience avec l'équipe nationale canadienne, mais avant, peut-être juste finir ce chapitre-là. Sens-toi à l'aise de nous partager ou pas partager comment tu l'as vécu. Je me souviens de la conférence de presse où on apprend que tu ne reviendras pas. Fin 2017. Moi, que tu ne reviennes pas, puis là, c'est mon opinion très personnelle, que tu ne reviennes pas, puis qu'on décide éventuellement d'amener ce qu'on étiquetait comme un entraîneur désigné en Rémi Garde qui arrive de l'Europe, peut-être. La manière avec laquelle ça a été fait, ça, je trouve que ça laissait à désirer. T'étais où à ce moment-là? Puis, tu vis ce moment-là comment? Est-ce que tu t'éloignes de tout ça? Est-ce qu'au contraire, tu as tellement d'appels ou de messages? Est-ce que tu regardes la conférence de presse en tant que telle? Ça devait être déchirant comme moment, là, toi, qui étais la fabrique du club. Ouais, c'était pas un moment facile, c'est normal.
Je savais que ça allait dans cette direction durant cette année-là. Vous le saviez depuis le début, pas loin du début de l'année. Alors, ça allait pas bien. Ben, pas que ça allait pas bien. Pour moi, c'était une année de transition. Ah ouais. J'avais l'équipe plus vieille dans MLS. J'avais des gars j'avais Patrice, 36 ans, Donadel, 36 ans, Camara, 35. Bernardello. J'avais Oduro, 35 ans. J'avais plein de joueurs qui... J'avais quand même maximisé tout ce que je pouvais. Et c'était normal que cette année-là, ce serait une année de transition. Et on ne s'est pas rendu. J'avais des blessures, j'avais des choses qui n'allaient pas bien. Et à la fin, c'est allé de cette manière. Et je l'ai accepté. J'ai accepté ça. J'ai dit à la fin, je savais que je pouvais pas être entraîneur ici par vie. Je savais que un jour là, ça arrivera, cette décision-là. Et je l'ai accepté. C'était difficile de ne pas avoir cette chance de reconstruire un nouveau cycle. Un nouveau cycle de joueurs. Parce que vraiment, j'avais beaucoup de confiance de comment on travaillait. C'était juste d'avoir eu cette chance. Et non, j'ai eu beaucoup d'appels. Tout le monde, médias, amis, tout le monde voulait savoir. Et j'ai essayé j'ai pris un peu de temps. J'ai pas fait d'entrevue. J'avais encore l'équipe au cœur. C'est normal pour moi. Et j'ai vécu tout avec l'équipe. Alors, c'était pas... Mais non, la seule chose peut-être, c'était les fans, de remercier les fans et tout ça. Et à la fin, ils ont décidé de prendre cette décision. Et OK, j'accepte, ça fait partie du travail. Et j'ai toujours pensé que tu deviens une meilleure... Si tu n'es pas viré, tu ne deviendras pas un meilleur entraîneur. Alors, il faut prendre ces expériences. Et c'est ça. Et pour moi, j'ai pris l'expérience de cette manière. Et j'ai eu la chance avec le Canada tout de suite après. Et c'était une nouvelle histoire dans mon chemin. Et... Comment ça commence, ça, l'équipe nationale? C'est toi qui tends une perche qui dit, évidemment, tout le monde sait que tu es disponible à ce moment-là, et même si 2017, c'est pas bien passé, 2015, c'était la vague Drogba, 2016 et la finale de la Ligue des champions CONCACAF, 2016, vous faites la finale de l'Est, Montréal-Toronto, c'est le Talk of Canada Soccer. Comment t'es approché par Canada Soccer? Tu te ramasses là? Ouais, j'étais vraiment, je regardais même pas dans cette direction. Non? Et, tu voulais prendre une pause à ce moment-là? Non, je voulais prendre une pause de vraiment savoir qu'est-ce que je vais faire. Et puis, je reçois un appel. Le premier appel, c'était Jason DeVos, parce qu'il me connaît. Il était impliqué avec Canada Soccer. Il me demande si ça t'intéresse. Il y a John Herdman qui a repris l'équipe, qui est en train de faire des entrevues pour des adjoints. Et il y avait une liste de je ne sais pas combien. Et puis, il arrive et j'ai dit oui, je suis intéressé. J'ai dit je vais écouter. Et puis, je reçois un appel de John Herdman. Et ça, c'est en quoi? C'est 2018 ou 2019? C'est le début de 2018. 2018. Ouais. Puis juste pour remettre les gens en contexte, ça, c'est des années, je veux dire, la Coupe du Monde au Qatar, peut-être que vous, à l'interne, mais nous, à l'externe, il n'y a personne qui parle d'une Coupe du Monde au Qatar. Non, même moi, à l'interne, je dis, on était 112. On était 112 au monde. Alphonso Davies n'était pas encore parti au Bayern. Il est parti en janvier 2019, si je me trompe pas. Il vient de partir, oui. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, tu t'embarques pas dans le projet qu'on connaît aujourd'hui. C'est avant tout ça. Ouais. Mais, alors, juste pour le processus, j'ai fait une entrevue avec lui, puis il m'appelle et on est rendu à 10. Il est rendu à 10. Et puis, j'ai fait un autre meeting avec lui. Il vient à Montréal. J'ai fait une présentation avec lui. C'était-tu la première entrevue de ta vie?
Parce que tu as toujours été... Ouais, c'était la première fois. C'est pas c'est un bon baptême de feu, l'entrevue pour l'équipe nationale. Et puis après, ça s'est bien passé. Et puis, quelques jours après, il dit, OK, on est 3, vous êtes 3. Et puis, j'ai une autre entrevue. Il me donnait des tâches à faire et tout ça. Et puis... c'est très John. Ça sonne très John. Tout était organisé avec des tâches et tout ça. Et j'ai fait ma présentation et j'ai fait l'entrevue même avec le directeur qui était dans le temps, ça m'échoue maintenant. Son nom était Peter Montopoli. Et puis, il m'appelle, il me dit dans la réunion que on va prendre une décision dans les 3 prochains jours. Après l'entrevue finale, il m'appelle tout de suite après. Il dit, non, je suis convaincu, je vais aller avec toi. Ah, wow. Alors, oui, j'ai pris ça. Et puis, oui, dans le temps, on était 112 au monde. Personne, tu arrivais à l'équipe nationale, tu jouais un match, tu repartis, personne disait rien, il n'y avait pas de pression, il n'y avait rien, les médias ne parlaient même pas, il n'y avait rien, zéro. Et puis, qu'est-ce que j'aimais de John, c'est qu'il voulait, c'était un peu comme moi dans l'époque avec Montréal, qu'est-ce que je voulais amener, cette appartenance, l'importance du maillot et tout ça. Et j'ai aimé ça. Et j'ai cru en ça. Ça a du sens, ça. Et on a commencé avec ça. Il a mis des choses en place au niveau de changer la couture dans l'environnement. Et il a fait un bon travail. Et je pense que quand tu fixes ça, tu peux procéder à les autres. Au reste. Tactique, toutes les autres choses, préparation, mais il faut gérer ça. Et c'est pas facile parce que tu peux mettre des mots, tu peux mettre des choses en place, mais tu as besoin des résultats. Ah ouais. De supporter qu'est-ce que tu mets en place. Et à ce moment-là, écoute, puis c'est même des années plus tard, au printemps 2021, si je ne me trompe pas, le match contre Haïti, l'aller-retour pour rentrer dans l'octogonal, même ça, on se demandait, c'est peut-être une peau de banane potentiellement. Ça montre à quel point on est complètement ailleurs maintenant en 2025. Ouais, je me rappelle, c'était pas des matchs faciles contre l'Haïti, contre ces matchs-là, parce que t'as pas vécu des moments avec le groupe dans des matchs importants comme ça. Ça faisait depuis, je sais pas, 94 qu'on n'était pas rentré dans le Hex. Ouais. Même pas dans la phase finale la dernière ronde, de se qualifier à la Coupe du Monde. Alors, nous aussi, c'était un moment important pour nous. On savait que on était plus fort que cette équipe, qu'on avait une jeune équipe qui pouvait faire du bruit dans les qualifications. Et à la fin, oui, on gagne ce match-là. Et maintenant, OK. Maintenant, on commence à croire qu'on a une chance ici. Parce qu'avant, pour 2 ans, on n'a pas vraiment joué personne. On a joué toujours des matchs Ligue des Nations, les pays un peu plus faibles. Ouais. Oui, on a gagné ces matchs-là. Et je pense qu'on a gagné un match en 2019 contre les États-Unis à domicile. C'était un match marquant. Et puis en 2021, on a commencé, on a gagné. Et puis, on a fait une excellente qualification. Et avec une très jeune équipe. Tu penses des gars comme Davies, David, Buchanan, tous ces joueurs-là, ils étaient jeunes. Ils étaient jeunes même à la Coupe du Monde. David, il a 22 ans. Et Davies, alors, ils ne sont pas encore dans leur forme de maturité que tu t'attends d'un joueur de ce niveau. Mais, comme j'ai dit, de 112... on arrive, on se qualifie pour la Coupe du Monde. Pour moi, c'était vraiment, honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, wow, c'est un rêve de vivre, de faire partie de ça. Je vais aller à la Coupe du Monde. Et puis, on gagne. On était premiers en qualification. On a mis
des choses de très bon en place. Et oui, il y avait encore des choses à améliorer dans ce cas, mais on avait des jeunes qui croyaient et on s'est rendu là, à la Coupe. Le temps file, puis il y a encore plein d'autres sujets que je vais aborder avec toi. Je veux te parler de la Coupe du Monde, celle qu'on a vécue, celle qui s'en vient, mais avant, le Azteca, Edmonton contre le Mexique. Ouais. Parle-moi de ça, tu l'as vécu comment? C'était volontaire de jouer sur ce terrain-là, c'était pas par accident, c'était pour rendre ça le plus compliqué possible pour les Mexicains. Ouais. Puis moi, je vais toujours me rappeler le moment où je me suis dit, les Mexicains sont dans le trouble, le match avait même pas commencé. C'est des images qu'on présentait à la télé. Ouais. Puis c'était le responsable de l'équipement du Mexique Ouais. qui se promenait puis qui il découpait les cordons de couvertes qu'il venait juste d'acheter probablement au Edmonton Mall ce matin-là, puis il les donnait à tous les remplaçants. Puis je me disais, ils sont pas prêts. Les Mexicains sont pas prêts à ce genre d'environnement-là. Comme souvent, les Canadiens n'étaient pas prêts à aller jouer à Mexico City. C'est quoi tes souvenirs de ce match-là? Ouais, ça c'était toute une stratégie et John Herdman, il était fort en ça. Hein? C'était une stratégie de jouer sur un terrain plus petit, à moins 20, de mettre les choses, l'autre équipe dans des conditions épouvantables. C'était ça la stratégie de faire la vie difficile pour eux. Et en même temps, de préparer nos joueurs de cette manière, d'être prêts que nous, on va avoir l'avantage parce que nous, on a vécu ça. On sait c'est quoi de jouer sur synthétique quand il fait froid. Alors, c'était toute une mindset, toute une mentalité qu'on a formée autour de cette stratégie. Et c'était beaucoup de travail avant, mais ça a marché. Et puis, on voyait, je me rappelle un commentaire de le milieu de terrain Herrera qui l'a dit. Et à chaque every breath I took, I saw. Je voyais my life coming out of me parce qu'il voyait comment il faisait froid. Et à la fin, on voulait prendre cet avantage. Parce que nous, quand on va dans ces pays-là... Tu vas jouer au Pérou en altitude. C'est une catastrophe. Ils vont nous mettre dans les pires de conditions. Alors, nous, on avait ça. On a joué là, à Edmonton, le mois de novembre. Let's go. Il y avait la neige le matin. On était très contents parce que les Mexicains, ils se sont levés. Ils ont vu 2 pieds de neige à travers la fenêtre. Alors, c'est ça. C'était le fun. C'était intense. De vivre ça, il y avait du monde dans les estrades sans chandail, comme des vrais Canadiens, on était très contents. et à mon avis, ça les a motivés, les joueurs. On perd pas le match. Tu sais, tu le sens. Dans le sang. Tu sens ça. Aujourd'hui, on perd pas. Et quand tu es entraîneur, tu as cette feeling que tu dis, wow, we're there, we're gonna do this, you know? Mais pas perdre contre Sainte-Lucie, puis pas perdre contre le Mexique, ça ajoute au feeling quand même. C'est pas le même niveau, niveau de compétition. Ouais, de battre le Mexique et d'avoir une performance convaincante. Et je pense que pour nous, quand on a gagné ce match-là, on savait qu'on était en pole position, on était à l'avance. Écoute, si on a des bons résultats contre les El Salvador et ces pays-là, on a une très, très bonne chance de se rendre à la Coupe du Monde. Ta Coupe du Monde, justement, je présume que c'est un paquet d'émotions. Déjà, c'est une découverte, un peu comme l'octogonal, le dernier droit de qualification l'était, mais là, c'est sous les projecteurs de la planète au complet. C'était pas la moitié d'un groupe dans lequel vous vous êtes retrouvés aussi, quand la Belgique puis la Croatie, entre autres. C'est quoi les souvenirs que tu gardes? Ça fait pas très longtemps, là, ça fait 2 ans et demi, mais avec le temps, des fois, il y a des détails qui s'envolent, mais on garde des noyaux durs de mémoire, de souvenirs. Ce serait lesquels pour toi? Ouais, il y avait plein de souvenirs, plein de choses que j'ai vécues. Ta famille, étais-tu là? Oui, ma famille est venue. Et puis, je pense que
il y avait tellement de travail dans la préparation. On savait tout, comment arrêter De Bruyne. On avait toutes des stratégies, le style John Herdman dans le temps, de vraiment dans les détails de tout, de la préparation. Et tu rentres dans le match contre le Belgique, et honnêtement, on était la meilleure équipe. Et on n'était pas capable de compter, de trouver le but qu'on cherchait. Et puis, on se fait prendre sur un long ballon derrière la défense. Et, on était un peu déçus, c'est sûr que... Mais il y avait encore cette... on est sorti du match de dire... On est compétitif. Ça, c'était pas Saint-Lucia, c'était non. le Belgique. Alors, c'était le This is for real. C'était, you know, we have quality. Mais tu penses que après, tu penses à dire qu'on était encore jeunes. On avait des joueurs clés qui n'ont pas vécu ça. Et tu voyais dans des petits moments de faire la différence, soit de pas encaisser ou de compter le but. Décisif, tu voyais les équipes comme ça qui trouvaient une moyenne. Et je me rappelle avec la Croatie. Et en tout cas, le moment qu'on compte, là, le premier but contre la Croatie, pour moi, c'était le plus grand moment que j'ai vécu au niveau d'émotion dans ma carrière. Parce que tu penses que après 5 minutes, on marque, on va en finale. On sort du groupe. Tu penses, on était capable de compter le but, on va aller, wow, you know. Mais tout de suite, on a reçu le claque. J'ai reçu le claque derrière la tête de la réalité de ce niveau. Et je me rappelle, on avait préparé contre la Croatie, comment arrêter d'éliminer Brozovic, de ne le pas faire jouer. On avait un des attaquants qui descendait et qu'est-ce que j'ai appris? Que ces équipes-là et ce niveau-là, ils sont toujours prêts à s'adapter parce qu'ils ont vu ça déjà. Ils ont vu que, OK, il y a le 9 qui descend, qui va prendre Brozovic. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont adaptés. Il y a Brozovic maintenant qui monte. Il y a Modric qui descend. Et oui, pour nous, on doit s'adapter. Et dans le moment d'adapter, tu donnes l'espace, tu donnes l'espace et le temps à des bons joueurs, et eux, ils prennent le contrôle. Et ils prennent le contrôle de ce match-là, et ils nous ont donné une leçon de haut niveau. Et comme entraîneur, tu continues à apprendre. Et pour moi, c'était, oui, tu dois être bien organisé comme un entraîneur, mais tu dois être encore mieux être capable de t'adapter. Pas dans le match. Pas dans le match, mais d'avoir une équipe qui est capable de s'adapter pendant le match. Parce que tu peux pas faire grand-chose sur les lignes de touche. Hein? Tu peux pas embarquer. Et à la fin, c'est ça qu'il faut mieux gérer. Et oui, s'ils font ça, on fait ça. S'ils font ça, on fait ça. Mais à la fin, au haut niveau, ça doit faire tellement... C'est tellement fluide que si tu es en retard d'un peu, un espace de 6 pouces, c'est assez d'espace pour Modric de trouver une passe. Alors, c'était cool, c'était bien. Je pense que quand je pense le dernier match, wow, quelle expérience, le match contre le Maroc, pour moi. Quand j'étais dans plusieurs matchs au niveau des stades pleins, Azteca, 100 000, 80 000, mais honnêtement, quand j'ai entendu l'hymne national marocain, ça c'était quelque chose jamais dans ma vie, jamais. C'était incroyable, le bruit, tu sentais comme la physiquement, foule, tu sens la foule était par-dessus les joueurs et tout le monde. Et je tourne à un des adjoints, j'ai dit, oh boy. Et c'était la première fois, parce que ces choses-là, ils ne me dérangent pas. J'étais joueur, tu joues le match. Mais vraiment, tu sentais dans le match contre le Maroc, wow, ça c'est le deuxième homme, 100%. Et pour moi, tu penses comment ils ont eu... Oui, c'était une bonne équipe, mais quand même, ils ont battu. Ça les a portés. Ça les a portés, ça les a poussés. Parce que qu'est-ce que
qu'est-ce que le volume dans le stade pendant 90 minutes, c'était incroyable. Et même mes enfants, ma famille étaient dans les estrades et c'est pour la première fois. Et ils m'ont dit, il était un peu nerveux parce que c'était agressif, c'était vraiment tout le monde debout, à côté, chanter à chaque moment. C'était vraiment une expérience de haut niveau, ce match-là. Tu as été entraîneur-chef de l'équipe nationale par intérim. Que ce soit par intérim ou pas, c'est quand même tout un honneur, surtout quand c'est ton pays. Avec le recul, as-tu été capable d'apprécier ce moment-là où l'étiquette d'intérim puis tout le flou à savoir est-ce que ça allait être toi, est-ce que ça allait être quelqu'un d'autre, ça t'a empêché de l'apprécier? Ouais, c'était un moment difficile. Hein? Je pense que quand on est sorti de la Coupe du Monde 2023, c'était un moment compliqué pour l'association. Et les choses ont arrivé. Johnny part, il amène tout le staff. Tout de suite après, il était par intérim. Et c'était comme tout de suite, je ne pouvais pas laisser l'équipe. J'ai dit, OK, je vais le prendre. Mais en recul, j'ai dit, OK, peut-être j'aurais accepté ça par intérim avec d'autres détails là-dedans qui me protégeaient d'une façon ou non. Mais quand même, c'était un grand honneur aussi. J'ai la chance de prendre l'équipe. Mais c'était une période, on le voyait, hein? On le voyait dans les médias, à chaque 2 semaines, il y avait quelque chose qui sortait. Et il y avait un peu cette friction entre les joueurs et joueuses, même avec les filles, avec l'association dans le temps. Et c'est ça, pour moi, c'était d'essayer de me concentrer et essayer de gérer l'équipe le mieux possible dans les circonstances, parce que oui, j'avais pas de staff, et puis 2 semaines, 3 semaines après, je vais au Japon contre la meilleure équipe dans le moment. C'était un match difficile, mais quand même, on avance. Je prépare l'équipe pour la Jamaïque. On joue un excellent match à l'extérieur. On n'avait jamais gagné en Jamaïque. Et puis, on arrive à domicile à Toronto, et honnêtement, une bonne première demi, c'était pas pour Blake, c'est 3-0, 4-0. Et puis, il y a une 15 minutes dans ce match-là que les choses tournent. Et puis, tout d'un coup, on perd ce match-là. Et oui, à la fin, c'est l'entraîneur. C'est toujours l'entraîneur quand ces choses arrivent. Et je le savais que ça serait difficile pour moi de continuer quand tu perds un match comme ça, dans une situation comme ça, mais quand même, j'ai eu la chance de continuer un autre but, de qualifier l'équipe pour la Copa América et de préparer l'équipe pour la Copa América, parce que le changement était dans le mois de mai. Et je pense que quand Kevin Bloom il est rentré, je pense que vraiment, il a changé des choses. Il a changé les choses, parce que avant ça, il y avait des choses les joueurs n'étaient pas contents, et on devait gérer tout ça. Et quand il est venu, la première chose, c'est il a réglé tout ça avec les gars, avec les filles. Et je pense que ça vraiment changé des choses. Puis on est allé chercher Jesse Marsh qui rentre, et puis il amène une nouvelle vague de tout, de style, tactique, message, tout ça est nouveau. Et puis les joueurs embarquent et on fait un excellent Copa América. Et tout de suite, d'une année difficile de 2023, un été extraordinaire. En 2024. On est encore une fois devant des estrades de 80 000 spectateurs, 82 spectateurs à New York contre l'Argentine en semi-finale, avec 2000 Canadiens et 80 000 Argentines. Mais quand même, encore une fois, une excellente expérience dans tout ça. Quand tu te projettes maintenant à l'an prochain, pour toi personnellement,
un gars qui a gravi pas mal tous les échelons, que ce soit comme joueur ou comme entraîneur. Tu vas te retrouver à la Coupe du Monde, chez vous. Éventuellement, on espère que ce soit la Coupe du Monde aux États-Unis, parce que ça voudra dire que le tournoi se poursuit au-delà de la phase de groupe. Ouais. De le faire à côté d'un autre ex-coach de l'Impact de Montréal, c'est fort de symbolique, tout ça, quand tu y penses. Puis je sais que tu vas vouloir faire attention de ne pas trop te projeter, mais quand même, si je t'oblige à le faire, tu ressens quoi? Ouais, c'est incroyable quand tu penses à comment les choses, ils changent, ils reviennent, ils retournent, et puis c'est bien. J'ai appris tout ça dans ce monde. Tu sais, les choses, ils changent vite, les choses arrivent vite. Tu apprends toujours. Et maintenant, je me retrouve avec un ancien coach que j'ai déjà travaillé avec, Jesse Marsh, qui c'est une bonne personne. Une personne que même lui, il a fait des débuts avec Montréal et j'ai vécu des choses avec lui et il est continué dans sa carrière à New York, avoir du succès à New York, puis il est allé en Europe, du succès en Allemagne et puis en Premier League, et Champions League et tout ça. Et maintenant, il amène ce paquet d'expérience dans une équipe nationale. Et j'ai la chance de travailler encore une fois avec lui. Et je pense que c'est une période excitante pour le Canada. Et imagine, je m'assois ici avec toi et on va à la Coupe du Monde au Canada. Et j'ai des frissons juste en parlant de ça. Et de penser que quand j'ai commencé, j'avais 17 ans, 16 ans, j'ai même pas savais s'il y aurait une équipe professionnelle le jour avant. Et jamais dans ma vie, j'ai pensé que je vais être à la Coupe du Monde. Et maintenant, j'ai cette chance d'aller avec Jesse Marsh et de faire quelque chose d'intéressant avec ce groupe parce qu'on croit en qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on a mis en place. Ton garçon, je peux pas passer un entretien complet avec Mauro sans parler d'Alessandro. Qui est en prêt maintenant, qui est sous contrat avec la première équipe du CF Montréal. Comment on gère ça? On est papa, consultant, entraîneur adjoint de l'équipe nationale, ex-coach de l'équipe qui t'a sous contrat. T'as combien de casquettes dans ton garde-robe pour être le conseiller de ton fils? Oui, c'est pas... C'est pas facile, c'est sûr que... Est-ce qu'il demande ton avis ou est-ce qu'il demande... J'ai une bonne relation avec lui. Et depuis, j'ai 2 garçons. Et puis, ils sont tous les 2 différents. Et Gabriel, il était quelqu'un le plus vieux. Mm-hmm. Il était quelqu'un que les choses y arrivaient naturellement. Alors, il voyait quelque chose, il comprenait. Alessandro était toujours le gars qui allait travailler pour avoir du succès. Mais c'était un jeune qui, je me rappelle, des moments dans le sous-sol. On tapait le ballon et je disais sur la pointe des pieds. Allez, sur la pointe des pieds. Il était là, 4 ans, 5 ans, sur la pointe des pieds. Un touche, le ballon il revenait. Et l'autre, il voulait rien savoir. Et il était toujours comme ça. Et il a grandi de cette manière. Et le succès qu'il a eu, c'était parce qu'il a travaillé. Et maintenant, il s'est rendu là et je suis content pour lui, mais il a travaillé pour se rendre. J'ai dit, ça va être difficile. Il va avoir des obstacles. Oui, il y a ton père qui était ex-joueur, ex-entraîneur. Maintenant, il est entraîneur de l'équipe nationale. Tu vas avoir tout ça, mais il faut être fort à mettre tout ça à côté. Et de concentrer sur ton travail. Et je pense il a une forte mentalité. Ça vient de la mère, parce que la mère, elle est très dure sur lui. Non, mais les gens font le parallèle. J'ai eu l'occasion de lui parler à Alessandro l'an dernier. C'est la seule interaction que j'ai eue avec lui, là, en toute transparence. Il est un peu plus de Santis
que Bielo, dans sa personnalité, peut-être pas dans son éthique de travail, même dans son jeu, en termes de positionnement, c'est... C'est sûr qu'il y a un côté de santé, ça c'est sûr. Et de temps en temps, je vois des choses... Oh, OK, ça c'est côté Bielo. Oui, il est grand. Hein? Tu vois, il est 6 pieds 2. Hein? Et c'est une présence. Moi, j'étais petit. Mais quand même, il est grand, mais je le vois même... dernièrement, quand il fait son développement, il commence à prendre la vitesse. Et je pense pas qu'il va arriver à la tienne. Mais il a les choses que je commence à dire, OK, il y a certaines choses de mon minot, mais je pense que la mentalité, il est fort. Et je l'ai préparé déjà que ça va être difficile. Et il est prêt pour ça. Il faut souffrir comme jeune. C'est la seule manière. Il faut avoir cette éthique de travail, numéro 1. Il faut avoir cette mentalité, numéro 2. Et puis les autres, c'est la base technique, base tactique. Je pense qu'il a ces choses-là. Maintenant, c'est d'être résilience. Parce que, tu sais, quand tu es jeune, tu dis « Oh, je vais être partant et je vais jouer. » Même, j'ai vécu ça comme joueur. Et puis, c'est pas une ligne droite, ta carrière. Tu vas commencer des matchs et tu penses, oh, je suis arrivé, je vais faire 4 matchs de suite, je suis arrivé. Et puis, tout d'un coup, tu ne joues pas. Et c'est dans ces moments-là, maintenant, il faut être fort. De dire, OK, j'étais partant, maintenant je ne suis pas partant. Et la chose que, à cause de mes expériences, je peux le guider dans ça. Mais je ne voulais jamais entendre, c'est la faute du coach. Jamais. Je voulais jamais entendre ça. C'est la faute du coach. Tu as un problème, va parler au coach. Et à la fin, j'ai dit, un jeune joueur, chaque fois que tu as soit 1 minute, 2 minutes, 15 minutes, 90 minutes, il faut que tu démontres quelque chose au coach. Que le coach, là, il fait ça. Il dit, oh, wait a second. Ce gars-là. Et à la fin, si tu n'as pas la chance, il faut le faire à l'entraînement. Et c'est juste ça. Alors, c'est ça. C'était mon approche avec lui. Ma femme, des fois, elle me dit, elle écoute le soccer 24/7. Elle est un peu tannée. Mais c'est ça. À la fin, il aime ça. Il aime ça. Il a vécu ça avec Montréal depuis qu'il était jeune. Il était sur le terrain. Et je me rappelle l'histoire avec la pré-académie. Mon autre gars, il était à la pré-académie au début, là, U10. Et il était à la limite. Et moi, j'étais coach. Et déjà, Gabriel, il sentait. Lui, il m'a dit tout de suite, il le sentait. Je ne veux pas être ici parce que mon père est coach. Mon père est coach. Et il le sentait. Il a dit, papa, je veux pas continuer avec l'équipe. Et j'ai dit, écoute, tu as dit que tu allais jouer, tu vas terminer l'année, puis après tu vas jouer avec tes amis. J'avais aucun problème. Et c'était ça son caractère. Son ressenti, et il a ressenti ça. Mais l'autre, si je posais cette question à l'autre, à Alessandro, il allait me tacler. Il a dit non, parce que c'était une autre mentalité. Et puis il a fait son chemin. Et c'est ça. Maintenant, il doit être patient, mais il doit être prêt pour sa chance. Tu as dit que c'est important de savoir souffrir. Ben, c'est pas mal la seule chose qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas vécu au cours de je sais pas combien de temps là, qu'on a eu comme conversation. C'était le contraire d'une souffrance de jaser avec toi. J'en aurais pris pendant des heures encore. C'est plein d'anecdotes. C'est riche. Puis je suis très, très heureux finalement que Canada Soccer et toi ayez accepté de faciliter cette entrevue-là. Merci d'être passé, Mauro. Puis tiens, on va se donner rendez-vous à la fin 2026, pour se parler de votre sortie de la phase de groupe à la Coupe du Monde. Ça va donner un autre chapitre à aborder avec toi. Merci beaucoup. Merci, Olivier.